Pour comprendre ce cercueil gardé comme un secret d'État, il faut revenir 40 ans en arrière, loin de la capitale, là où la poussière des chemins écrase les pieds nus et où les champs brûlés par le soleil dessinent l'horizon. Nous sommes à Guamuchilito, municipalité de Navolato, dans l'état de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique. Là, en juillet 1956, naît Amado Carrillo Fuentes, dans une maison modeste de bois et de torchis, au milieu d'une fratrie nombreuse, dans un monde où la terre nourrit peu et où les hommes cherchent ailleurs ce que le sol refuse. Sinaloa, la terre au maïs brûlé et aux ravins secrets, devient déjà, dans ces années 1960, l'un des cœurs discrets du narcotrafic mexicain. Les rapports de police parlent de marijuana, d'opium, de petits champs perdus dans la Sierra. Mais pour les villageois, ce sont surtout des billets froissés qui circulent, des pick-up poussiéreux qui montent vers les montagnes, des rumeurs d'hommes armés que l'on ne regarde jamais dans les yeux. La famille Carrillo est de ces familles de petits agriculteurs qui plient les chines sous le soleil, vendent leurs récoltes au marché le plus proche et encaissent, saison après saison, les déceptions des prix trop bas et des sécheresses trop longues. Mais, autour d'eux, un autre monde se trame. Les collines de Sinaloa, déjà, abritent les premières plantations illégales destinées au marché nord-américain. Et dans cet univers de pauvreté tenace et d'opportunités dangereuses, un nom brille comme une étoile sombre. Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, oncle maternel d'Amado, figure montante puis fondatrice du cartel de Guadalajara, le patriarche aux liens étendus et à l'argent abondant. Dans les récits murmurés à la veillée, Don Neto incarne la promesse d'un autre destin. Non plus la houe et la poussière, mais les pick-up neufs, les bottes de cuir, les liasses de billets qui claquent comme des défis au vent de la Sierra. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le Mexique change, et avec lui son trafic. Les États-Unis consomment de plus en plus de marijuana et d'héroïne. Au sud, dans les montagnes mexicaines, les cultures illégales s'étendent. Au centre de cette nouvelle économie clandestine, une organisation prend forme, le cartel de Guadalajara. Ses chefs, Miguel Ángel Félix Gallardo, le parrain élégant, Ernesto Fonseca, le patriarche rusé, et Rafael Caro Quintero, le jeune prodige impétueux, structurent un système nouveau, celui des plazas, ces zones de trafic soigneusement partagées, chacune contrôlée en échange de tribus et d'alliances avec des autorités corrompues. Ce n'est plus une poussière de petits trafiquants, c'est une architecture criminelle qui s'élève, pierre après pierre, billet après billet. Dans le même temps, plus au sud, en Colombie, la cocaïne prend son essor. Les cartels de Medellín et de Cali cherchent des routes sûres vers les États-Unis. La mer est surveillée, l'air aussi. Il faut des intermédiaires, des passeurs de frontières, des maîtres de couloirs secrets. Les Mexicains deviennent ces intermédiaires. Au début, ils sont payés en argent. Bientôt, ils exigent leur part en marchandises. La cocaïne, poudre blanche qui vaut plus que l'or, commence ainsi à traverser le territoire mexicain, et avec elle, un nouvel équilibre de pouvoir se dessine, plus riche, plus violent, plus vaste. C'est dans ce contexte que le jeune Amado quitte les terres de Navolato. Il part d'abord pour Culiacán, la capitale de Sinaloa, ville brûlante où les camionnettes de luxe croisent les vieilles berlines cabossées, où les bureaux administratifs côtoient les cantinas enfumées. Puis, dans les années 1970, son chemin le mène à Guadalajara, la grande cité de l'Occident mexicain, berceau du cartel qui domine alors le trafic vers le nord. Là, grâce au lien de sang avec Don Neto, il entre dans la maison du pouvoir clandestin. On le voit peu, on le cite rarement. Il n'est pas encore le seigneur des cieux, mais un homme de l'ombre, un opérateur discret. Ses premières tâches sont logistiques, presque banales en apparence. Organiser des trajets, veiller à ce que la marchandise passe d'un camion à l'autre, d'une hacienda isolée à une piste improvisée, d'une cache dans le centre du pays
à un point de passage vers la frontière. Il observe, il apprend, il retient. Déjà, l'avion l'obsède. La route est lente, vulnérable, pleine de policiers et de contrôles. Le ciel, lui, offre des couloirs silencieux où seuls les radars et les nuages peuvent surprendre les ailes de métal. Mais cet édifice apparemment solide, ce cartel de Guadalajara qui règne sur la marijuana, l'héroïne et bientôt la cocaïne des Colombiens, porte en lui sa propre faille. En février 1985, une secousse le frappe au cœur. L'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena est enlevé à Guadalajara, torturé, assassiné. Son corps est retrouvé dans une fosse sommaire. Le crime, brutal, laisse une empreinte indélébile. Les États-Unis, outrés, exigent des têtes. L'onde de choc traverse les frontières, bouleverse les équilibres, arrache les masques de connivence jusque-là tolérés. En quelques années, les piliers du cartel de Guadalajara tombent les uns après les autres. Ernesto Fonseca est arrêté en avril 1985, Rafael Caro Quintero cette même année, Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. La grande maison s'effondre, mais ses pierres se dispersent pour former d'autres forteresses. Les plazas sont redistribués comme des fiefs après la chute d'un empire. Tijuana revient au frère Arellano Félix, Sinaloa devient le terrain d'ascension d'Ismael El Mayo Zambada, de Joaquín El Chapo Guzmán, d'Héctor El Güero Palma. Juárez, la porte de fer vers les États-Unis, passe sous l'autorité de Rafael Aguilar Guajardo, ancien policier fédéral devenu seigneur de frontières. Ce qui était un cartel unique devient une mosaïque de royaumes rivaux. Amado, lui, suit le courant profond, pas la vague visible. À la fin des années 1980, il s'installe à Ciudad Juárez, dans l'état de Chihuahua, face à El Paso, Texas. Là, dans cette ville frontière de béton, de poussière et de néon, les routes, les rails, les pistes se croisent comme les lignes d'une carte du destin. Juárez est un pont colossal. Autoroute vers le nord, voie ferrée, aéroport international, fleuve mince et grillage qui séparent deux mondes et les unissent pourtant. Contrôler Juárez, c'est contrôler l'une des grandes artères par lesquelles la drogue s'infiltre vers le marché américain. Sous l'aile de Rafael Aguilar Guajardo, Amado devient d'abord un collaborateur précieux. Aguilar, l'ancien policier, connaît les procédures, les hommes en uniforme, les portes à ouvrir. Amado, le neveu de Don Neto, connaît les routes, les fournisseurs, les partenaires du Sud. Ensemble, ils tissent un réseau où la cocaïne venue de Colombie ou d'autres pays d'Amérique du Sud trouve un passage sûr vers les entrepôts texans, puis au-delà. Mais déjà, dans l'ombre des hangars et des salons feutrés, se précise la marque de fabrique d'Amado, la conquête du ciel. À partir de la fin des années 1980, des rapports de la DEA commencent à relever un même motif. Des avions, parfois de petits appareils, parfois des jets, voire des cargos, partent de pistes discrètes en Colombie ou ailleurs, traversent l'Amérique centrale et se posent sur des pistes clandestines au nord du Mexique. Ces pistes sont tracées à la hâte dans des ranchs isolés, dans des étendues désertiques, dans des plaines où seul le vent témoigne du balai nocturne des avions. Les cargaisons sont déchargées à toute vitesse, transférées vers des véhicules terrestres, puis acheminées vers des entrepôts autour de Juárez, avant de franchir la frontière dans le flux constant des marchandises légales. Peu à peu, un surnom naît dans les rapports, puis dans la presse. El Señor de los Cielos, le Seigneur des cieux. Non pas par poésie, mais parce qu'aucun autre trafiquant n'ose, à cette échelle, défier ainsi l'espace aérien, accumuler une flotte de métal et de kérosène pour transporter la poudre blanche. Dans le rugissement des turbines, dans le frottement des pneus sur les pistes de terre, dans le cliquetis des caisses déchargées sous la lune, se forge la légende d'un homme qui ne veut plus se contenter de suivre les routes, mais d'en inventer de nouvelles,
au-dessus des radars, au-dessus des lois. À la frontière, les autorités commencent à saisir davantage de cocaïne. Les itinéraires se recoupent, les noms reviennent. Dans les bureaux de la DEA, dans des rapports internes, celui d'Amado Carrillo Fuentes apparaît de plus en plus souvent, comme celui d'un opérateur clé lié au réseau de Juárez. Les câbles diplomatiques, les dossiers judiciaires portent cette même conclusion. Un nouveau pouvoir émerge, moins bruyant que certains, mais plus structuré, plus ambitieux. La coopération entre les autorités mexicaines et américaines se renforce. Des groupes conjoints de renseignement se mettent en place, obsédés par les routes de Juárez et par cet homme qui semble parler aussi bien le langage des Colombiens que celui des généraux mexicains. Au tournant des années 1990, la carte du narcotrafic a changé. Les grands cartels colombiens, sous pression, cherchent des alliés dociles. Les organisations mexicaines, elles, ne veulent plus être de simples passeurs. Amado se trouve au centre de cette mutation. Il devient l'intermédiaire entre le sud producteur et le nord consommateur, le pivot entre les pistes d'Amazonie et les échangeurs autoroutiers américains. Autour de lui, d'autres cartels mexicains, Tijuana, Sinaloa, guettent, jalousent, contestent, prêts à disputer les routes, à ouvrir le feu pour un couloir, une ville, un pont. Dans la chaleur humide de Cancún, en avril 1993, la mer déroule ses vagues indifférentes, tandis qu'au bord des piscines d'hôtels lisses comme du marbre, les verres teintent et les rires montent. Derrière les façades de verre et de béton, une autre scène se prépare. Rafael Aguilar Guajardo, ancien policier fédéral, devenu seigneur des routes de Juárez, marche entouré de gardes, sûr de son rang, sûr de son empire. L'homme aux deux visages. Il ignore que ses pas résonnent déjà comme un glas. Des silhouettes l'attendent, armes prêtes, visage fermé, lié à un autre nom qui monte dans l'ombre. Amado Carrillo Fuentes, le futur seigneur des cieux. Les balles claquent, brisent l'air, brisent la chair, brisent un règne. Le sable boit le sang. Les journaux mexicains relatent l'assassinat. La Procuraduría General de la República consigne les détails. Les autorités mexicaines et américaines désignent, sans le nommer toujours, le nouveau maître qui surgit derrière la fumée. En un soir, le cartel de Juárez change de main. En un soir, un empire bascule vers un autre seigneur. Après 1993, la réorganisation est froide, méthodique, implacable. Amado, silhouette discrète, geste mesuré, s'installe au sommet de la pyramide criminelle. Au-dessous de lui, il place des lieutenants pour chaque art, la logistique, la sécurité, les finances. L'un gère les convois de camions et d'avions, l'autre surveille les tueurs. Un autre encore fait danser les chiffres dans des bilans d'entreprises écrans. Les dossiers de la DEA et les archives judiciaires tracent cette architecture invisible. Le cartel de Juárez devient une machine aux rouages huilés par la peur et l'or. Désormais, chaque couloir, chaque piste clandestine, chaque entrepôt obéit à un schéma précis. Ainsi s'élève, dans la poussière du nord du Mexique, une armée sans drapeau, portée par la rumeur et le secret. Le désert de Chihuahua, aux horizons brûlés, voit grandir cette puissance silencieuse. Du Durango minéral aux plaines de Coahuila, parfois jusqu'aux abords du Tamaulipas, les routes se plient à une nouvelle loi. Des convois serpentent de nuit, phares éteints, chargés de ballots soigneusement scellés. Les villages entendent le grondement des moteurs, sentent l'odeur d'essence et de poussière, voient parfois passer des pick-up aux vitres teintées. Le cartel de Juárez resserre son emprise sur ces corridors stratégiques du Nord,
selon les rapports de la PGR et de la DEA. Ils contrôlent les ponts, les goulots, les points de passage comme un général contrôle des cols de montagne. Mais la force ne repose pas seulement sur les armes. Dans les bureaux surchauffés de la police fédérale, dans les couloirs obscurs de la police judiciaire, dans les mairies aux néons vacillants, des enveloppes changent de main, des promesses se murmurent, des regards se détournent. Corruption, le métal noir qui achète le silence. Des fonctionnaires tombent plus tard, poursuivis pour collusion, révélant un réseau patient, ramifié, tenace. L'argent, lui, ruisselle dans l'immobilier, l'hôtellerie, les entreprises fictives, des hôtels étincelants, des tours de verre, des terrains achetés au comptant. Derrière chaque façade fraîchement peinte, la trace d'un billet taché de poudre. Plus au sud, au-delà de la jungle, les grands cartels colombiens vacillent. Medellín, Cali. Leurs noms résonnent comme des orages qui s'éloignent, frappés par la répression, par les divisions internes, par les trahisons. Une nouvelle ère s'ouvre. Les Colombiens ne peuvent plus contrôler seuls le chemin vers le grand marché du Nord. Alors vient un pacte, une mutation silencieuse du modèle économique. Les rapports de la DEA et du Congrès américain le décrivent. Désormais, les organisations mexicaines ne sont plus de simples transporteurs à gages. Elles sont payées en nature. Une part de la cocaïne, prélevée à la source, devient le tribut qui fonde une nouvelle fortune. Les Mexicains ne prennent plus seulement des risques. Ils prennent une part du royaume blanc. Amado, partenaire privilégié de réseaux issus de Medellín et de Cali, devient intermédiaire indispensable. Il coordonne l'acheminement vers les États-Unis, transforme chaque piste, chaque entrepôt, chaque avion en artère d'un corps gigantesque. La quantité de cocaïne transitant par le Mexique explose dans les années 1990. Parmi les opérateurs, un nom revient, obstiné. Le cartel de Juárez, pivot du nouvel ordre criminel. Alors, le ciel lui-même devient voie royale. La flotte aérienne d'Amado, décrite par la DEA et la presse américaine, n'est pas une légende de taverne. Des dizaines d'avions, petits appareils nerveux, jets polis comme des lames, parfois même des Boeing. Des hangars anonymes abritent ces oiseaux d'acier. Les pilotes, visages tannés par le soleil, décollent de Colombie, du Venezuela, d'autres terres d'Amérique du Sud. Leurs engins fendent les nuages, volent bas, contournent les radars, s'abattent sur des pistes clandestines, perdues au milieu de broussailles ou de plaines pierreuses. Là, dans la nuit, des hommes déchargent des paquets aux liens serrés, les transfèrent vers des camions, vers des trains, vers la frontière nord où les grillages scintillent sous les projecteurs. Parfois, un avion est abandonné dans un champ, ventre ouvert, cargaison saisie, carlingue consignée par la PGR et la DEA. Ces carcasses silencieuses témoignent d'une chose. Jamais les vents du Mexique n'avaient porté pareille flotte. Dans ce panorama, Amado n'est pas seul. D'autres puissances mexicaines avancent leurs pions. Le cartel de Sinaloa, avec Joaquín El Chapo Guzmán, le fuyard aux 1000 tunnels, et Ismael El Mayo Zambada, le vétéran discret, partagent parfois les routes, les entrepôts, les contacts. Les actes d'inculpation américains évoquent ces coopérations ponctuelles. Ici une piste partagée, là une cargaison conjuguée, ailleurs un corridor gardé ensemble. Mais l'alliance est toujours précaire. À l'ouest, la famille Arellano Félix règne sur Tijuana, la ville frontière des néons et des cris. Là, la rivalité est âpre. Les affrontements éclatent, nourris par la rage de contrôler chaque porte vers le nord. Les dossiers judiciaires, les registres des morgues,
Les archives locales du milieu des années 1990 gardent la trace de ces guerres souterraines. Dans les rues du nord du Mexique, les balles jalonnent la carte autant que les panneaux routiers. Les routes du sang croisent les routes de la drogue. Le 24 mai 1993, à Guadalajara, le drame franchit un seuil. À l'aéroport, sous la lumière blanche du jour, les passagers vont et viennent, valises en main, odeur de kérosène dans l'air. Au milieu d'eux, un homme en soutane violette, silhouette digne, le cardinal Juan Jesús Posadas Ocampo, voix de l'Église. Il avance vers sa voiture. Des hommes armés approchent, les secondes se contractent. Les coups de feu éclatent, secs, terribles, répercutés par le béton et le verre. Le cardinal tombe, frappé par les balles. Ses vêtements liturgiques se tachent d'un rouge vif, incongru. La presse mexicaine et internationale s'empare de l'affaire. Le scandale est immense. Comment un prince de l'Église peut-il mourir ainsi, au milieu d'un aéroport? Le gouvernement affirme qu'il s'agit d'une confusion tragique. On aurait pris le prélat pour un chef de cartel, peut-être Joaquín El Chapo Guzmán, dans le tumulte d'un affrontement entre Tijuana et Sinaloa. Mais certains au sein de l'Église, certains dans la société civile, contestent cette version, doutent, murmurent d'autres hypothèses. Une chose est certaine, l'État mexicain se retrouve sous une pression brûlante. Washington intensifie ses demandes, exige des résultats, renforce la coopération. Dans les rapports de la DEA, certains noms montent en première ligne. Parmi eux, resplendit, inquiétant, celui d'Amado Carrillo Fuentes. À mesure que son empire grandit, les regards se tournent vers lui. Au milieu des années 1990, la DEA l'inscrit sur ses listes de trafiquants les plus recherchés. Les communiqués officiels le proclament. Amado devient cible prioritaire. Les tribunaux fédéraux des États-Unis émettent des actes d'inculpation pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Des programmes de récompense se mettent en place, promettant de l'or contre une information, une trahison, une localisation. Dans les bureaux feutrés des services américains, des cartes murales affichent les routes, les visages, les surnoms. Au centre, en lettres nettes, un nom à abattre. Mais la menace la plus terrible ne vient pas seulement de l'étranger. Elle surgit du cœur même de l'appareil mexicain. En 1997, un séisme politique secoue le pays. Le général Jesús Gutiérrez Rebolo, directeur de l'Institut national pour la lutte contre les drogues, héros proclamé de la croisade antidrogue, est arrêté. Les accusations du gouvernement sont foudroyantes. L'homme chargé de combattre les cartels aurait entretenu des liens avec Amado, l'aurait averti de certaines opérations, l'aurait protégé. Communiqué de la PGR, articles de presse, discours indignés. L'affaire révèle la profondeur du venin. La crédibilité du gouvernement vacille. Le public découvre la puissance de corruption du cartel de Juárez, capable d'atteindre les plus hauts gradés. L'État se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus son visage. À partir de 1996, la chasse s'intensifie. La PGR et l'armée multiplient les opérations contre les hangars, les ranchs, les entrepôts liés au cartel de Juárez. Des tonnes de drogue sont saisies. Des lieutenants tombent, menottés, visages baissés devant les caméras. Des villas sont confisquées, des comptes gelés, des pistes fermées. Les communiqués officiels s'enchaînent, comme autant de coups portés à une bête encore debout. Dans la presse mexicaine, les rumeurs enflaient déjà. Amado se déplacerait sans cesse, changeant d'état, changeant de pays, se glissant dans les ombres de villes inconnues. On le dit à Mexico, puis à Ciudad Juárez, puis à l'étranger. Jamais confirmé, toujours fuyant. Des sources policières et journalistiques évoquent sa volonté de disparaître à moitié, se faire plus petit, plus discret, modifier son apparence.
Il sait qu'à présent, son visage est un piège. Son propre reflet peut le livrer. Alors, une décision insensée, désespérée, s'impose comme une fatalité. En 1997, la PGR et la presse révèlent plus tard qu'Amado aurait planifié une opération de chirurgie esthétique majeure. Changer son visage. Peut-être plus, remodeler son corps, perdre des traits, effacer des signes, ruser avec les fiches signalétiques et les photos qui circulent sous les lampes des commissariats. Des contacts s'établissent avec des chirurgiens à Mexico. Des accords se scellent dans des cabinets calmes, odeur d'alcool médical et de désinfectant, voix basse, dossier refermé avec lenteur. Le contexte est étouffant. Menaces d'extradition vers les États-Unis, chute d'alliés dans les institutions, protection qui se fissure comme un plâtre trop ancien. L'homme qui dominait les cieux, Ror, cherche désormais à se cacher derrière un nouveau masque de chair. Le 3 juillet 1997, dans la capitale aux lumières pâles, un homme entre dans une clinique privée, sous une fausse identité. L'hôpital, souvent identifié comme Santa Monica, ressemble à d'autres. Murs blancs, couloirs résonnants, odeur de latex et de produits stériles. Pourtant, ce jour-là, le destin y prend place sur la table d'opération. Amado est admis comme un patient quelconque, mais derrière les formulaires anonymes, les médecins savent. Au moins 2 chirurgiens, plus tard nommés par les autorités, le docteur Ricardo Reyes Rivera, le docteur Carlos Humberto Avila, s'apprêtent à toucher le visage le plus recherché du pays. La chirurgie plastique et la liposuction prévues ne sont pas un simple caprice. Elles sont une tentative d'effacement, un acte de survie. Les lampes opératoires s'allument, éblouissantes, impitoyables. Les instruments brillent comme des lames pures. L'anesthésie coule dans les veines, silencieuse, froide. L'intervention commence. Les détails exacts se brouillent entre rapports médico-légaux et murmures, mais la version officielle, celle de la PGR, parle de complications, d'un corps qui ne supporte pas la durée, la dose, la violence de l'acte. Au cœur de Mexico, le Seigneur des cieux cesse de respirer. Non sous le feu de ses ennemis, non dans un crash d'avion, mais sur une table d'opération, vaincu par la main qui voulait le transformer. Les heures qui suivent sont confuses, denses, presque irréelles. Dans la clinique, certains membres du personnel, certains complices présumés, tentent d'abord de dissimuler l'identité du défunt. On ajuste des registres, on modifie des noms, on ferme des portes. Le mort n'a plus de visage, pense-t-il. Mais l'État, cette fois, guette. Grâce aux renseignements, grâce aux empreintes digitales, selon la PGR, les autorités percent le voile. Le corps anonyme retrouve son nom, Amado Carrillo Fuentes. Le 4 juillet 1997, le gouvernement mexicain annonce officiellement sa mort. Les médias nationaux et internationaux relaient la nouvelle, la répètent, la gravent dans l'air. Dans les rues, dans les garnisons, dans les bureaux de la DEA, un chapitre se ferme en une phrase. L'homme qui dominait les routes de cocaïne, qui achetait des généraux, qui faisait ployer le ciel sous le poids de ses avions, gît désormais sur une civière immobile. Ainsi s'achève, dans la blancheur glacée d'un bloc opératoire, l'apothéose et la chute du Seigneur des cieux. Dans la chalurale lourde de la capitale mexicaine, au cœur de l'été 1997, un bâtiment de pierre claire aux couloirs résonnants devient le théâtre d'une scène silencieuse. Dans les locaux de la Procuraduría General de la República, la PGR, des hommes penchés sur des dossiers, des photos, des relevés. Devant eux, un nom, Amado Carrillo Fuentes, le maître des airs. Sur les tables métalliques des médecins légistes, un corps inerte,
pâle sous la lumière crue des néons. Les doigts sont pris un à un, pressés sur l'encre, puis sur le papier. Les empreintes digitales, ces dessins minuscules, tracent un verdict sans voix. Les registres s'ouvrent, les fiches anciennes sortent des archives. Les traits concordent, les lignes s'emboîtent. Alors, la PGR parle. Elle confirme, dans les communiqués de juillet 1997, le corps retrouvé dans la clinique de Mexico est bien celui d'Amado Carrillo Fuentes. Les médecins légistes, eux, ouvrent la chair. Ils inspectent les organes, mesurent, décrivent. Ils notent une embolie, des complications liées à l'anesthésie. Ils consignent la mort comme un accident chirurgical, non comme un tir, non comme une arrestation, mais comme une défaillance au milieu d'un pari esthétique. Sur la peau, ils observent les marques récentes du scalpel, les lignes encore fraîches de la chirurgie plastique, signe clair d'une tentative de métamorphose. Sous la lumière glaciale de la salle d'autopsie, le Seigneur des cieux n'est plus qu'un patient sans souffle. Et l'empire du ciel se résume, pour l'instant, à un rapport médico-légal. Mais dehors, dans l'ombre des rues, une autre histoire commence déjà à murmurer. Dans les jours qui suivent, alors que les documents s'empilent et que les sceaux officiels se ferment, 2 noms disparaissent du monde des vivants. Le docteur Ricardo Reyes Rivera, le docteur Carlos Humberto Avila. 2 chirurgiens, 2 artisans de la métamorphose avortée. Eux aussi on les retrouve, mais ailleurs, plus tard, brisés, sans vie. Leurs corps témoignent sans parole. Officiellement, ces morts sont des homicides, présentés comme le prix du silence, la vengeance d'un camp ou la main prudente qui efface les témoins. Aucun procès limpide, aucune chronologie judiciaire entièrement close. Dans cet espace incertain, entre les rapports de la PGR et les colonnes de la presse, les spéculations s'enflamment. Qui ordonne ces exécutions? Une faction interne du cartel de Juarez? Des rivaux tapis dans l'ombre? Des complices qui craignent la parole des médecins? Chaque hypothèse alimente la même braise. Si les chirurgiens meurent, que cache vraiment cette table d'opération? À mesure que les questions montent, la mort d'Amado cesse d'être seulement un fait médico-légal. Elle devient un nœud d'intrigue et de silence coupés au couteau. Vient alors le temps des funérailles. À Mexico, un salon funéraire de la capitale accueille un cercueil, veillé par des regards durs, par des hommes en armes, par des autorités qui contrôlent les entrées et les sorties. La lumière des néons se mêle au voile des draperies, au parfum lourd des couronnes. Sur les rubans de soie, un prénom revient, clair, assumé. Amado. Des caméras de télévision s'attardent sur ces fleurs, sur ces gardes, sur cette mise en scène où la mort devient spectacle surveillé. Puis le cercueil quitte la ville de la pierre et du smog pour retourner vers le nord-ouest, vers la terre d'origine. Sinaloa, la terre des vallées fertiles et des montagnes rugueuses, la matrice du narcotrafic moderne. Là, selon les récits de la presse, le corps, ou du moins le cercueil, trouve sa place sous la terre, sous la chaleur, entouré d'un dispositif de sécurité imposant. Car très vite, la rumeur avance plus vite que les certificats. Dans les journaux, dans les conversations de rue, dans les milieux policiers eux-mêmes, une hypothèse obstinée se forme. Et s'il n'était pas mort? Et si le Seigneur des cieux avait, une dernière fois, pris les airs, laissant derrière lui un double, une coquille, une illusion? Les morts des chirurgiens servent de carburant à cette imagination collective. Le contrôle strict autour du corps, la puissance de corruption prêtée au cartel de Juarez, tout semble, pour certains, dessiner une fuite parfaitement orchestrée. Pourtant, aucune preuve solide ne vient nourrir cette vision d'outre-tombe. Les gouvernements mexicains et américains maintiennent leur version.
Les agences chargées de traquer les trafiquants, la DEA en tête, confirment la mort d'Amado sur la base d'empreintes, de renseignements croisés, d'analyses techniques. Nulle procédure officielle, ni au Mexique, ni aux États-Unis, ne contredit cette ligne. La rumeur demeure, insistante mais nue, face au mur épais des dossiers estampillés, décédé le 3 juillet 1997. Entre le papier scellé et la parole populaire, une brèche s'ouvre où s'engouffre déjà la légende. Les États, eux, ne peuvent rester immobiles devant la chute d'un tel colosse. À Mexico, le gouvernement présente la mort d'Amado comme une victoire, un succès majeur dans la lutte contre le narcotrafic, même s'il doit reconnaître qu'aucun policier n'a passé les menottes au Seigneur des cieux. La victoire n'a pas la forme d'une arrestation triomphale, mais celle d'un corps sans vie sur une table d'opération. À Washington, la DEA et d'autres agences confirment, s'alignent, valident. Le mort est bien Silicon qu'il traquait. Pourtant, les dossiers ne se referment pas. Les actes d'inculpation demeurent pour les autres. Associés, lieutenants, pilotes, financiers. La disparition d'un homme n'efface pas les lignes d'encre déjà tracées dans les tribunaux. Ainsi, pendant que les discours officiels célèbrent une tête tombée, la mécanique judiciaire continue de grincer contre les autres rouages du cartel de Juárez. Dans le secret des maisons sécurisées de la frontière nord, une autre bataille commence, plus silencieuse, plus dangereuse, celle de la succession. Amado laisse derrière lui un empire, une flotte, des routes, des hommes armés. Qui va parler au nom de cet héritage? Peu à peu, un nom se détache. Vicente Carrillo Fuentes, son frère, bientôt connu sous le surnom de El Viceroy. Frère de sang, successeur désigné de fait, il prend les rênes d'une organisation qui ne peut se permettre le désordre. Autour de lui, la famille Carrillo Fuentes se mobilise. Frères, neveux, parents tissent une continuité de chair et de sang autour de l'entreprise criminelle. Les rapports de la DEA, les enquêtes mexicaines, les arrestations ultérieures dessinent cette trame familiale qui tente de maintenir la cohésion du cartel. Mais le temps a changé. Si la structure de base du cartel de Juárez survit, elle commence, au tournant des années 2000, à perdre de sa superbe. D'autres noms montent, plus audacieux, plus fragmentés, plus féroces. Sous la direction de Vicente, le cartel résiste, mais déjà, son influence se fissure face aux vagues montantes du Sinaloa, du Golfe, de Tijuana. Le trône que tenait Amado n'a plus la même hauteur. Car la mort du Seigneur des cieux ne laisse pas un hiver de silence, mais un printemps de convoitise. Dans l'ombre des Sierras et le long des routes grillées par le soleil, d'autres organisations avancent. Le cartel de Sinaloa, enraciné dans les vallées de son enfance, profite du vide partiel laissé par Juárez. Ses hommes, ses routes, ses alliances se développent, documentés patiemment par la DEA et par les chiffres des saisies. Dans ce paysage mouvant, de nouvelles créatures apparaissent. Groupes paramilitaires, escadrons armés, corps d'élite levés non par des États, mais par des cartels. Parmi eux, une formation se distingue. Los Zetas, né comme bras armés du cartel du Golfe, composé à l'origine d'anciens militaires, d'hommes entraînés à la guerre. À mesure que le pouvoir criminel se fragmente, ces groupes apportent une violence plus froide, plus professionnelle, plus spectaculaire. Le Mexique entre, dans les années 2000, dans une ère de feu. Affrontements entre cartels pour le contrôle des routes et des plazas, villes assiégées, villages pris en otage. Les statistiques officielles, les rapports d'ONG, les récits des survivants convergent. La mort d'un seigneur n'a pas apaisé la tempête. Elle l'a déchaîné, en dispersant son pouvoir entre des mains plus nombreuses et moins retenues. Face à ce chaos grandissination, l'État mexicain cherche des armes politiques. La mort d'Amado devient un argument,
une preuve exhibée dans les discours. La coopération avec les États-Unis porte des fruits. L'échange de renseignements fonctionne. Les grands chefs tombent. Peu à peu, une stratégie prend racine et se durcit. Celle de la décapitation des cartels, l'abattage ou la capture systématique des chefs, des capots, des emblèmes. Cette approche, amorcée dans les années 1990, s'affirme sous les présidents suivants, s'inscrit dans les bilans officiels, se répète comme un mantra. Sans tête, le monstre meurt. Pourtant, au-delà des chiffres, au-delà des rapports de sécurité, une chose demeure, le nom. El Señor de los Cielos. Le surnom survit à la chair. Les journaux, les livres, les documentaires continuent de le prononcer comme un titre, presque comme une fonction. Dans les analyses historiques du narcotrafic mexicain, Amado est décrit comme l'un des grands architectes de la logistique aérienne de la cocaïne, un artisan du pont entre les Andes et la frontière nord-américaine. Les rapports de la DEA, les recherches académiques, les témoignages d'anciens responsables répètent la même idée. Il n'était pas seulement un trafiquant, il était un organisateur du ciel. Ses méthodes deviennent modèles. L'utilisation massive de l'aviation, la dispersion des investissements dans des hôtels, des compagnies, des immeubles de verre et de béton, la corruption de haut niveau comme principe structurant. Tout cela inspire les générations suivantes. D'autres capots imitent, adaptent, perfectionnent. Là est l'héritage invisible d'Amado. Des réseaux, des habitudes, des réflexes qui survivent bien au-delà de son dernier souffle. Cet héritage s'étend aussi dans l'imaginaire. À partir de la fin des années 1990, des auteurs publient des livres d'enquête, des biographies non fictionnelles, fouillant les archives judiciaires, interrogeant des témoins, assemblant les morceaux d'une vie clandestine. Puis viennent les images en mouvement. Séries télévisées, telenovelas, productions inspirées de sa trajectoire. Parmi elles, une porte son surnom même, El Señor de los Cielos. Ses œuvres, souvent romancées, amplifient, dramatisent, inventent des dialogues et des scènes. Elles font de lui un personnage, un mythe en chair de fiction. Les chercheurs en sciences sociales analysent ce phénomène. L'image d'Amado, agrandie sur les écrans, cesse d'appartenir seulement aux archives. Elle entre dans la culture populaire, dans les conversations, dans les rêves déformés des foules. Alors, une vigilance s'impose. Dans les travaux sérieux, les historiens, les criminologues, les journalistes scrupuleux tracent une frontière. D'un côté, les faits établis, date, opération, alliance, mort. De l'autre, les embellissements, les exagérations, les inventions. Entre le dossier judiciaire et le feuilleton télévisé, une ligne de feu court, qu'il faut sans cesse rappeler. Au terme de cette trajectoire, un bilan s'impose, grave et nu. Sur la base des documents disponibles, la version officielle demeure. Amado Carrillo Fuentes meurt le 3 juillet 1997 à Mexico, à la suite de complications chirurgicales. Ni le gouvernement mexicain, ni le gouvernement américain n'ont depuis révisé cette conclusion. Mais les ombres persistent. Les enquêtes journalistiques, les travaux académiques reconnaissent des zones d'incertitude. Qui ordonne exactement la mort des chirurgiens? Quelles complicités internes rendent possible l'opération, la fuite, l'organisation de cette transformation fatale? Certaines portes restent entrebâillées, laissant passer un souffle de doute. En revanche, un point ne fait plus débat chez ceux qui étudient ces mondes obscurs: l'impact durable du Seigneur des cieux. Les organismes de sécurité, les chercheurs, les anciens agents s'accordent à dire qu'il joue un rôle central dans la professionnalisation logistique du narcotrafic mexicain et dans la configuration des cartels des décennies suivantes. Il est un pivot, un tournant, un seuil.
Ainsi se referme, sans se clore, l'histoire d'un homme né dans les terres de Sinaloa, monté jusqu'au sommet du cartel de Juarez, transformant les routes de la cocaïne, corrompant jusqu'aux plus hautes sphères, et mourant, non dans un échange de tirs, mais sur une table de chirurgie esthétique, au cœur de Mexico. Sa trajectoire raconte plus qu'une vie. Elle révèle la mue du narcotrafic mexicain, passé d'une économie fondée sur la marijuana et l'héroïne à un système logistique transnational dédié à la cocaïne, articulé autour de pistes clandestines, d'aéroports secrets, de complicités profondes.